Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Impact. Le président de la République a annoncé des mesures énergiques pour développer massivement l'apprentissage en France. Un objectif de 800 000 apprentis a même été fixé pour 2015. De son côté, le Parti socialiste semble lui aussi miser sur l'apprentissage pour favoriser l'insertion professionnelle. Au-delà des effets d'annonce, tout le monde semble donc d'accord pour dire que l'apprentissage est une solution au problème lancinant du chômage des jeunes qui dépasse aujourd'hui les 23%. Qu'en est-il réellement? Est-ce qu'il faut développer l'apprentissage et selon quelles modalités? Pour en parler, j'aurai le plaisir de recevoir dans quelques instants Henri Lachmann, président du conseil de surveillance de Schneider, et Emmanuel Morel, vice-président du conseil régional d'Île-de-France, en charge notamment de l'apprentissage. Impact, c'est tout de suite. Henri Lachmann, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes président du conseil de surveillance de Schneider Electric. Vous avez dirigé cette entreprise de 1999 à 2005. Vous êtes également vice-président de l'Institut Montaigne. Emmanuel Morel, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président PS du conseil régional d'Île-de-France et vous êtes en charge de l'emploi, de l'alternance, de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Emmanuel Morel, expliquez-nous ce que c'est que l'apprentissage. C'est une formation en alternance. C'est-à-dire que vous êtes à la fois à l'école, mais vous êtes aussi dans l'entreprise. Ça vous prépare à un métier et ça donne lieu, et ça c'est plutôt appréciable, à une rémunération. C'est-à-dire que vous avez chaque mois un peu d'argent. Et vous avez un diplôme à la fin ? Et vous avez un diplôme à la fin. Donc quand on parle d'alternance, on parle de formation en alternance. Ça désigne à la fois l'apprentissage et les contrats de professionnalisation. Exactement. Qui peut recruter des apprentis, messieurs? Toutes les entreprises? Là encore, est-ce qu'il y a des conditions qui sont posées? Est-ce qu'une petite entreprise, est-ce qu'un auto-entrepreneur peut recruter un apprenti? Alors, un auto-entrepreneur, je ne crois pas, mais les petites entreprises ont beaucoup recours à l'apprentissage. C'est que l'apprentissage, ça s'est surtout développé au début dans l'artisanat et dans les TPE et les PME. Les grandes entreprises y ont recours de plus en plus. Et c'est tant mieux, même s'il y a encore beaucoup de progrès à faire, ça c'est sûr. Donc c'est toutes les entreprises qui peuvent avoir recours à ce type de contrat. Parce que c'est un contrat, c'est une formation et c'est aussi un contrat de travail. Hein, c'est ça qui est important à rappeler. Bien sûr, puisque l'apprenti est rémunéré. Exactement. Pour cela. Il y a quand même une grande partie des employeurs ou de l'employeur qui n'y participent pas, c'est l'administration. La fonction publique. Les trois fonctions publiques, vous qui êtes au vice-président du conseil régional, au conseil régional, est-ce que vous recrutez des apprentis? Bien sûr, il y a des apprentis à la région, il y a des apprentis à la ville de Paris, il y a des apprentis... C'est dans les collectivités. Donc c'est la fonction publique d'État la fonction publique qui est réfractaire. Réfractaire, mais je ne sais pas, moi j'essaye de croire aux annonces gouvernementales. D'après ce que j'ai compris, les employeurs publics vont être mis à contribution dans ce grand chantier de l'apprentissage. Donc, en tout cas, les collectivités locales, d'ores et déjà, elles ont des apprentis en leur sein. Ça, c'est sûr. Les collectivités locales et les entreprises publiques. Entreprises publiques, évidemment. Et d'ailleurs, certaines sont assez exemplaires de ce point de vue-là. Absolument. Messieurs, 60% des contrats d'apprentissage donnent lieu à un emploi ou débouchent sur un emploi. Ces emplois, cependant, sont-ils pérennes? Autrement dit, ma question est très simple. Est-ce qu'un contrat d'apprentissage a de grandes chances de déboucher sur un CDI? Henri Lachmann. Il est très clair que l'alternance est un véritable passeport à l'emploi. Mais c'est également un passeport à une qualification, à un métier. Et puis quand on a une qualification à un métier, on a quand même plus de chances de trouver un emploi que quand on n'en a pas. Donc, je pense que ça donne toutes les chances au gamin ou à la gamine de trouver un emploi, de conserver un emploi, de se développer, mais on ne peut pas dire que ce soit un contrat éternel. Il n'y a pas d'automaticité du CDI. Emmanuel Morel, votre point de vue sur la transformation du contrat d'apprentissage en contrat de type CDI? Ce qu'on observe, alors par exemple en Île-de-France, c'est 70% des apprentis qui, à l'issue de leur formation et de leur diplôme... Île-de-France, c'est pas le conseil régional, c'est la région Île-de-France. La région Île-de-France, bien sûr. Toutes les entreprises confondues. Donc, c'est quand même 11 millions d'habitants, c'est un marché du travail important. 70% d'insertion positive. Donc ça veut dire que ça débouche... Qu'est-ce que ça veut dire, 70% d'insertion positive? Ça veut dire que ça débouche sur un métier. Mais tout type d'emploi. Tout type d'emploi. Tout type de contrat. Nous, on en est à 85%. Tout type de contrat. Nous, on a 800 apprentis chez Schneider. On en garde une dizaine de pourcents, et puis il y en a 85 Là encore, CDI. Je ne sais pas, on ne peut pas suivre ces CDD ou CDI. Non, mais emploi pérenne. Vous me faites toujours parler de choses que j'aime pas. Moi, je suis pour la suppression des CDD. Alors, mais c'est ce à quoi aspire une grande partie des jeunes. Mais je pense qu'il faudrait les supprimer. Mais vous êtes pour le contrat unique?
Je suis pour le contrat unique et quelque part, on n'a pas le droit de créer deux catégories de citoyens, les CDI et les autres. Mais reconnaissez que les entreprises ont quand même tendance oui, mais à utiliser c'est une réponse tactique à une rigidité structurelle. Ce qui est très intéressant, c'est que l'apprenti qui a bossé dans une boîte pendant 1 an, pendant 2 ans, bah, naturellement, il s'est familiarisé avec le métier, il a noué des contacts avec les collègues, il s'est plu généralement dans l'entreprise, et assez naturellement, à la fin de son diplôme, l'entreprise, elle fait appel à lui. Elle l'a vu sur le terrain, elle a confiance en lui. Et donc, ce qui explique que beaucoup d'apprentis, une fois leur formation finie, restent dans l'entreprise dans laquelle ils ont travaillé. Est-ce que c'est pas irénique, ça, tout de même, cette vision-là? Je veux dire, est-ce que vous l'observez sur le terrain? Est-ce qu'il y a des données, vous l'avez évoqué sur le terrain. Le problème de l'apprentissage, parce qu'un chef d'entreprise, pour le coup, peut avoir intérêt à recourir en permanence à de l'apprentissage. C'est tout bénéfice pour lui. Ne faites pas de procès d'intention. Comme pour les stages. Non, il ne faut pas faire de procès d'intention. Je pense que tout ça, c'est une mauvaise réponse à la rigidité et à l'archaïsme du dialogue social. Mais en ce qui concerne l'apprentissage dans les grandes entreprises, très clairement, on en garde 10 à 15% donc maximum. Pour vous, ça fonctionne. Et pourquoi on emporte 10 à 15% et qu'on en a 85% qu'on ne garde pas, ou pourquoi on en prend 100? C'est parce que les grandes entreprises ont 3 caractéristiques par rapport aux PME. Elles ont une capacité d'attraction des jeunes, elles ont une capacité de formation, et ils ont une capacité d'accompagnement des jeunes vers un emploi. Et c'est souvent leur intérêt parce qu'elles les accompagnent dans leur écosystème. Si vous voulez former un apprenti électricien chez Schneider, bien vous le vaccinez au produit Schneider pour la vie. Emmanuel Morel, la région joue bien sûr un rôle essentiel dans l'apprentissage. C'est une compétence légale. Bien sûr, une de ses premières compétences depuis 1982, une de ses compétences les plus importantes. Expliquez-nous quel est concrètement le rôle de la région en matière d'apprentissage. On fait beaucoup de choses. D'abord, on aide les CFA, donc les centres de formation d'apprentis. C'est une aide au fonctionnement. En gros, les ressources d'un CFA, c'est la taxe d'apprentissage en partie et des subventions régionales. CFA, c'est eux qui gèrent directement. C'est les lieux de formation des apprentis. Et donc, ça représente quand même plus de 100 millions d'euros à la charge de la région. Subvention fonctionnement, subvention en investissement, les équipements, les travaux d'extension, la construction de CFA. La région y participe et y participe beaucoup. Et puis après, il y a l'accompagnement des apprentis eux-mêmes. Par exemple, la région Île-de-France a mis en place une aide à la restauration, une aide à l'hébergement, une aide à l'équipement. Quand vous êtes un apprenti cuisinier, il faut que vous ayez un peu de matériel. La région, elle met au pot, parce que les apprentis n'ont pas toujours les moyens de se payer cet équipement. Et puis enfin, on finance d'autres choses qui ne sont pas obligatoires, loin de là, mais on a fait des paris. Par exemple, les développeurs de l'apprentissage, c'est un certain nombre de gens qui vont dans les entreprises pour promouvoir l'apprentissage, pour leur dire, regardez ce système qui fonctionne, qui est une formation un peu différente. Ça, la région a financé ça depuis 10 ans, développeurs de l'apprentissage, et ça marche bien. Et enfin, dernière chose, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, et ça me semble essentiel, le vrai problème de l'apprentissage, c'est ce qu'on appelle les ruptures de contrat. C'est-à-dire qu'avant la fin de la formation, on a un certain nombre de jeunes qui décrochent. Vous voulez dire que ce sont les apprentis qui, en quelque sorte, démissionnent, ou les boîtes qui les mettent dehors? Qui les mettent dehors, en tout cas. Qui leur disent c'est fini. Voilà. Donc, et ça, c'est très important parce qu'on a des jeunes qui, au bout de 2 ans, se retrouvent sans rien. Donc, on a mis en place un dispositif qui s'appelle Qualité. C'est-à-dire, c'est un accompagnement individualisé des jeunes apprentis. Et surtout, bien mettre en relation l'entreprise et le lieu de formation. Parce qu'il faut que la formation elle soit adaptée à ce que fait l'apprenti dans sa boîte. Ce n'est pas toujours le cas. Et puis, il faut que le maître d'apprentissage qui est en entreprise et le formateur se parlent. Et avec ce dispositif qualité, donc c'est plusieurs millions d'euros, mais ça a permis de réduire de moitié le taux de rupture de contrat. Donc, vous voyez, la région, au-delà de ses compétences légales, c'est-à-dire contribuer au financement de l'apprentissage, elle met en place une politique de sécurité. Exactement. Une sécurisation des apprentis. Et de ce point de vue-là, les résultats sont plutôt à la hauteur. Sur ces décrocheurs, enfin sur ceux qui quittent le dispositif en cours de route. Le décrochage, c'est les 3 premiers mois, surtout. C'est beaucoup au début. Pour quelle raison d'ailleurs? C'est des erreurs d'aiguillage. C'est-à-dire que les jeunes ont choisi un mauvais métier ou l'entreprise n'a pas choisi le bon jeune. Donc c'est, comme on dirait dans votre métier, une erreur de casting. Non, ça peut être aussi un problème, c'est trop loin, il y a un problème de transport. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que la vie de l'apprenti n'est pas évidente. Vous comprenez? L'apprenti travaille plus qu'un élève classique et il a 3 lieux de vie et de travail. Il a son lieu de vie, il a son CFA ou son école, et il a son entreprise. Messieurs, est-ce qu'il y a des données qui permettent de faire un bilan aujourd'hui de l'apprentissage au niveau de la région ou sur le plan national? Un bilan en termes de secteur d'activité notamment. Où vont les apprentis? On a une mauvaise image et une mauvaise idée d'apprentissage. L'apprentissage, c'est col blanc, col bleu. Ce n'est pas uniquement des métiers manuels. Et quand
le secrétaire d'État parle de l'intelligence de la main, je trouve que c'est totalement déplacé, parce que l'apprentissage, c'est une formation à une qualification à un métier. Donc c'est col blanc, col bleu, garçon-fille, et quelque part, c'est un mode de formation, c'est pas un mode de formation manuel. Donc tout secteur d'activité, voilà. Et deuxièmement, hommes-femmes, moi, ce qui m'intéresse... tout niveau de formation. Absolument. Tout niveau de formation, et c'est un vrai ascenseur. C'est seulement plus un escalier qu'un ascenseur. Emmanuel Morel, vous êtes d'accord avec cette Alors, je suis vision de l'apprentissage? Je suis d'accord en partie. C'est-à-dire l'intelligence de la main, en effet, c'est erroné. Puisque vous pouvez être ingénieur par apprentissage, du marketing, artiste dans le cirque, spectacle vivant, le cinéma, tout ça. Ce sont des secteurs ouverts à l'apprentissage. Oui, bien sûr. Donc c'est pas seulement les travaux. On a en tête CFA cuisine, enfin l'apprenti l'artisanat, ou l'apprenti traiteur, charcutier ou fleuriste. C'est pas que ça. Loin de là. Il y a 800 métiers qui aujourd'hui peuvent donner lieu à de l'apprentissage. C'est énorme. Donc vous voyez bien, c'est très divers. Mais est-ce qu'on a tout de même des statistiques, des données? Bien sûr, mais je voulais justement y revenir là-dessus. Sur hommes-femmes, il y a quand même beaucoup plus d'apprentis hommes que de femmes, c'est le premier problème. Deuxième chose, plus importante encore... C'est lié aux conditions pénibles? Non. Aux conditions pénibles, c'est la multiplication des lieux de travail? Non, c'est un type de formation. C'est la mentalité française. En Allemagne, il y a plus de filles que de garçons. Voilà. Et je finis juste sur un point qui me paraît important. L'apprentissage, c'est finalement aujourd'hui une formation d'excellence. Ce qu'on remarque quand même, c'est que la diversité de la société et de la jeunesse française n'est pas représentée, y compris dans l'apprentissage. Et ça, c'est un vrai souci. Ce que je veux dire par là, pour être très clair, c'est que les jeunes issus des quartiers populaires, comme on dit pudiquement, dans l'apprentissage, il y en a beaucoup moins. Voilà. Et ça doit nous interroger quand même sur la démocratisation de l'apprentissage. Pourquoi, selon vous? Parce qu'il y a un certain nombre de... ils ne sont pas incités. Il y a un problème d'information, il y a un problème d'information, il y a un problème d'orientation. Donc là, on est dans le secteur éducation nationale. C'est un contrat de travail, donc il y a aussi un peu un problème du côté des employeurs. Je crois qu'il faut quand même dire les choses. Il faut dire les choses. Et donc il y a une révolution intellectuelle à faire, une révolution culturelle, je dirais, pour promouvoir l'apprentissage, mais aussi pour ouvrir l'apprentissage à des jeunes qui, jusqu'à maintenant, par exemple, arrivent en mission locale et ne sont pas orientés sur l'apprentissage alors qu'ils devraient l'être. Henri Lachmann? Moi, je suis tout à fait d'accord. Et moi, on peut partir aussi de l'autre bout. On peut partir de l'autre bout des 150 000 gosses qui sortent tous les ans du système éducatif sans qualification ni diplôme. Sans aucun diplôme. Et c'est ceux dont on doit s'occuper en priorité. On doit s'occuper en priorité parce qu'on n'a pas le droit de les déporter et de les laisser sur le bord de la route. Et c'est eux qui constituent les bataillons de chômage. Mais est-ce que l'apprentissage pour ces 150 000 jeunes déscolarisés chaque année, tout de même considérable, peut être une voie de salut, en tout cas peut-être pas pour tous, peut-être pas pour tous, mais c'est très clairement, c'est plutôt une voie de qualification, une voie de formation à un métier. Et un pays comme la France, qui ne peut bâtir sa compétitivité que sur la qualification, les compétences, les savoir-faire et les savoir-être des collaborateurs, ne va plus être compétitive parce qu'elle sort tous les ans du système éducatif 150 000 gosses, donc 20% d'une classe d'âge. Et ce que vous nous dites, c'est que l'apprentissage n'est pas suffisamment centré sur ces 150 000 jeunes. Absolument. Parlons un instant du financement de l'apprentissage. C'est un sujet complexe. Je voudrais juste avoir votre sentiment sur un point qui a donné lieu à beaucoup de polémiques. Sujet de l'apprentissage est financé de 3 manières. Il y a 2 contributions supplémentaires, une et la taxe d'apprentissage. Arrêtons-nous un instant sur la taxe d'apprentissage. Il était question de supprimer la taxe d'apprentissage. Est-ce que vous êtes favorable à cette réforme et expliquez-nous pourquoi, Emmanuel Morel. Moi, je ne pense pas qu'il faille supprimer la taxe d'apprentissage. Par contre, il faut supprimer le caractère profondément inégalitaire de la répartition de la taxe. Aujourd'hui, la moitié de la taxe d'apprentissage ne va pas à l'apprentissage. Elle est détournée. C'est quand même un problème considérable. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Henri? Elle est détournée de qui? Au profit de qui ou de quoi? Au profit de formation ou d'administration pour qui c'est pas fait, si vous voulez, c'est un vrai détournement. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous savez vous êtes un peu jeune, mais il y a 40 ans, on a inventé la vignette automobile qui était destinée aux rapatriés d'Algérie ou aux anciens combattants d'Algérie. La vignette continue, il n'y a plus d'anciens combattants d'Algérie. Bon. Donc vous voulez dire que... Moi je dis qu'il y a un vrai détournement de la moitié. Les revenus de la taxe d'apprentissage ne servent pas à financer l'apprentissage. Absolument, la moitié à peu près, je suis d'accord avec M. Morel. C'est la moitié. C'est les universités, c'est les grandes écoles, c'est les OPCA, c'est tout ce qu'on... Faut être juste. C'est les labos. Faut être juste. Il y a aussi une partie de la taxe d'apprentissage qui finance par exemple les lycées professionnels. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être compréhensible. En revanche, là, M. Lachmann a complètement raison, il y a par exemple des grandes écoles qui bénéficient de montants substantiels de taxes, alors même qu'elles n'ont
pas du tout recours à l'apprentissage. Il n'y a pas de diplôme. Alors voilà, bon ça, là, ça pose quand même un C'est problème une question de fond. béotien par rapport à ce que vous venez de dire, mais une grande école, mais évidemment ne citons pas de nom, mais une grande école de commerce par exemple, peut percevoir combien, c'est quoi le montant, un exemple de montant, voilà, qu'on ait une idée des volumes financiers. HEC touche environ 8 millions de taxes d'apprentissage. Votre ancienne école, exactement. Et qui ne met pas en œuvre l'apprentissage. En tout cas, n'utilise pas les 8 millions à faire de l'apprentissage. 8 millions d'euros chaque année pour l'apprentissage. Donc ils sont effectivement détournés pour le coup, qui servent à autre chose. Mais il n'y a pas de mécanisme de prévention, d'alerte, de sanction. C'est leur quota. Non, mais justement, si aujourd'hui on doit avoir une réflexion législative sur l'apprentissage, il faut qu'on mette la question du financement au cœur de la problématique. Et aujourd'hui, ça n'est pas fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre d'institutions qui en bénéficient et qui n'ont absolument pas intérêt à ce que ça change. Donc ça fait partie, à mon avis, quel que soit le gouvernement en 2012, et j'espère qu'il sera de gauche, ça fait partie quand même des chantiers à mettre en œuvre rapidement. Parce que, en effet, on dit, je crois que la taxe d'apprentissage de mémoire, c'est 2 milliards d'euros cette année. Près de la moitié ne va pas directement aux formations d'apprentissage. Donc à ce stade, à un moment où tout le monde dit il faut promouvoir ce mode de formation. Le vrai débat, c'est l'utilisation, la vérification de l'utilisation. Je suis assez favorable au quota. Alors, extraordinaire transition vers la question que je souhaitais vous poser. Quota parce que je pense qu'il faut... Monsieur Lachmann, un instant, augmentation. Donc il y a un quota de 3% d'apprentis obligatoire pour les entreprises de plus de 250 salariés. Oui. Le président de la République a annoncé qu'il fallait augmenter ce quota et le faire passer à 4%. Votre sentiment vous laisse poursuivre sur ce quota. Mon sentiment, c'est clair. Je vous disais que les grandes entreprises, donc au-dessus de 250 si vous voulez, ont cette capacité d'attraction, de formation et d'accompagnement. Donc je trouve qu'elles ont une obligation d'être responsables et solidaires dans la formation des jeunes, dont elles auront besoin parce que notre compétitivité sera bâtie là-dessus. À partir du moment où la mentalité française fait que insuffisamment de gosses vont en apprentissage et qu'il y a ces 150 000 qui sortent sans qualification ni diplôme, forcer un peu le destin, faire prendre la mayonnaise, me paraît une très bonne chose. Et moi, j'avais d'ailleurs personnellement proposé, et il l'a fait, à Jean-Louis Borloo et à Gérard Larcher, quand ils étaient ministres, d'instaurer ce quota de 3. Bon, maintenant, il passe à 4, ça me choque pas. Alors, il y a le quota, d'une part, mais d'autre part, le bonus-malus. Et cette incitation, ou en tout cas la modulation de l'incitation financière, pour le coup. Emmanuel Morel, est-ce que vous êtes favorable au Parti socialiste, au Conseil régional d'Île-de-France, à ce système de bonus-malus, c'est-à-dire d'incitation, en réalité, à respecter le quota de 3 ou de 4%? Je m'excuse, mais à partir du moment où c'est la loi qui fixe un quota, il faut que les entreprises respectent la loi. Donc pas besoin de bonus-malus. Non, mais je veux dire, commençons par des choses basiques. Que tout le monde respecte la loi. Et donc après, si sanction il doit y avoir, ça peut passer par un système de bonus-malus. Mais le problème, c'est pas tellement ça. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout le monde découvre ou fait mine de découvrir les vertus de l'apprentissage. Très bien. Et tout le monde s'en réjouit. En tout cas, ceux qui, comme M. Lachmann, sont des anciens promoteurs de l'apprentissage. Maintenant, en même temps, on ne peut pas décréter comme ça que du jour au lendemain, on va avoir 800 000 ou 1 million apprentis de plus. Président de la République, parce qu'on a l'impression qu'on veut faire pousser de l'herbe en tirant dessus. Il y en a 550 000 à ce stade en France. Combien il y en a ? 550 000. C'est ça, c'est à peu près ça. En Ile-de-France, vous voyez, on est autour de 100 000. Et sur le SIAC, c'est 4 fois moins qu'en Allemagne. C'est pas tout à fait dans la proportion des populations. 2 étudiants sur 3 en Allemagne, on y reviendra. Le système allemand est quand même un petit peu différent, monsieur. mais je crois qu'avant de décréter ou de fixer des objectifs quantitatifs. Ça vous paraît irréaliste, cet objectif de 800 000, voire 1 million? Je pense surtout qu'au lieu de claironner des chiffres, il faut s'intéresser à l'essentiel. C'est d'abord changer le regard sur l'apprentissage. Ce qu'on disait, il y a un problème culturel qu'il faut régler. Deuxièmement, être très attentif aux questions de qualité. Parce que si on fait, je ne sais pas, 800 000 contrats d'apprentissage de plus, mais qu'il y a toujours un taux de rupture de contrat de 25%, où est l'intérêt? Donc il faut, au lieu d'avoir une logique quantitative, il faut aussi avoir une vraie logique qualitative. Et ça, de ce point de vue-là, moi j'ai été déçu par les annonces tonitruantes du chef de l'État. Et je pense que c'est un chantier qui doit nous concerner aujourd'hui. C'est ça la priorité. Beaucoup de chefs d'entreprise sont sur la même longueur d'onde. J'insiste sur moi je suis favorable au quota. Je pense qu'il faut amorcer la pompe Henri Lachmann, en faisant des quotas. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui disent par rapport à ce quota et a fortiori par rapport à un système de bonus-malus, arrêtez de nous casser les pieds avec des objectifs, des systèmes d'incitation, etc. Les entreprises n'ont pas toutes les capacités d'accueil des apprentis. Les entreprises que leur répondez-vous? Qu'elles se débrouillent. Les entreprises de plus de 250 personnes ont à la fois un intérêt et une responsabilité dans la formation des jeunes. À partir du moment où le système éducatif, pour toutes sortes de raisons, et les 150 000 ne sont pas tous des idiots, il faut quand même pas, on dit trivialement, il ne faut pas déconner,
c'est parce que le système classique n'est pas adapté et que quelque part d'autres cellules de la société... Le système classique, c'est quoi le système classique ? La formation générale, la formation en collège et en lycée. Et que quelque part, il y a quand même des dysfonctionnements dans les cellules de la société, la famille, l'église, l'école, l'État. Ça ne marche pas toujours aussi bien qu'on le voudrait. Donc l'alternance permet justement de mieux structurer dans des conditions parfois un peu difficiles, la vie du jeune. Mais je pense que nous avons une vraie responsabilité de rendre ce que nous avons reçu. Donc les entreprises doivent rendre aux jeunes ce qu'elles ont reçu par les générations d'avant. Et deuxièmement, moi j'insiste sur ce point de compétitivité. On ne sera pas compétitif avec des salaires bon marché. On sera compétitif par la qualité, la qualification, le savoir-être, le savoir-vivre de nos collaborateurs et collaboratrices. Donc contribuons à les former. Et le système éducatif n'est pas contre. Selon vous... Intéressant comme ce que dit M. Lachmann. Quand un patron dit ce qui compte, c'est pas la question du coût salarial, la question de la qualification... Franchement, moi, je peux être que d'accord. Vous craignez que ce ne soit pas le cas dans les faits. Et non, je regrette juste qu'un certain nombre de patrons en restent soit sur la même longueur rivés sur la question des coûts salariaux et ne s'occupent pas de cette question. Donc voilà, je retiens ça au passage, c'est quand même intéressant. Messieurs, vous êtes tous les deux très favorables à l'apprentissage. Oui. Beaucoup de chefs d'établissement, on parlait un petit peu au début de cette émission, notamment de grandes écoles, ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde et non pas renacles, mais sont totalement réfractaires à l'égard de l'apprentissage. Je pense bien sûr à HEC, par exemple. Je pense de façon plus générale à certaines positions de la conférence des grandes écoles. Il semblerait que dans certaines filières sélectives des universités et dans certaines grandes écoles de commerce et d'ingénieurs, l'apprentissage ne soit pas vraiment le bienvenu. Henri Lachmann, vous qui êtes un ancien d'HEC. C'est bien de tirer l'apprentissage par le haut, parce que quelque part, c'est trop la filière de l'échec dans la mentalité française. Et la meilleure illustration, c'est la médecine. Les internes et les externes sont formés. C'est de l'alternance. C'est de l'alternance. Bon. Ceci étant, je pense que notre problème numéro, c'est les... Je l'ai dit 3-4 fois ce soir. 000 c'est les 150 000 chaque année. Et qu'on ne forme pas, et qu'on ne qualifie pas, et à qui on ne donne pas de métier, et qu'on condamne à rester sur le bord de la route. Eh bien, ces 150 000, qui sont les niveaux 5 et 4, je crois, comme on l'appelle dans le système éducatif, il faut qu'ensemble, on s'en occupe. Il faut qu'on s'en occupe parce que c'est notre responsabilité et c'est notre intérêt. Autrement dit, vous dites que l'apprentissage, ça doit être une voiture balai, en quelque sorte. Non, c'est pas une voiture balai. Pour les décrocheurs, pour ceux qui sont dans des filières non sélectives. Les 150 000 qui sortent sans qualification ni diplôme ne sont pas tous des imbéciles. Et loin de là. C'est des jeunes pour lesquels le système éducatif n'était pas adapté. C'est tout. Adaptons-le en pratiquant de l'alternance. Emmanuel Morel, vous êtes... moi, ce que je trouve essentiel, c'est que chacun trouve sa voie. Et que chacun trouve sa formation. Il n'y a pas de compétition entre, d'un côté, la formation initiale sous statut scolaire qui serait pas adaptée, la formation d'apprentissage qui serait parfaite. En réalité, il faut que le jeune il choisisse sa voie. Et moi, j'ai visité plusieurs CFA publics, en l'occurrence, qui étaient très intéressants puisqu'elles permettaient des passerelles entre les deux. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui faisait un bac pro, il était une année en formation initiale, donc il n'avait que des cours, puis il se rendait compte que finalement, ce n'était pas son truc. Il passait en apprentissage, et franchement, c'était des élèves qui étaient épanouis. Il y a des élèves pour qui l'apprentissage, ça ne marche pas. Moi, j'en ai rencontré. Et puis à l'inverse, M. Lachmann l'a dit, il y a des élèves pour qui la formation classique sous statut scolaire, par exemple au lycée professionnel, ça ne marche pas non plus. Donc il faut vraiment se laisser la diversité des choix. Mais pour vous, il n'y a aucune raison pour que les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs, a fortiori les plus sélectives, ne mettent pas en œuvre l'apprentissage. Ça, c'est un autre sujet. Moi, je suis plus optimiste dans le sens où je vois... Enfin, il suffit de regarder les chiffres. En Ile-de-France, et en dépit de la crise, l'apprentissage dans le supérieur explose. Explose littéralement. Filières confondues ? Évidemment, en sciences humaines ou en lettres, c'est plus difficile de faire de l'apprentissage que... mais en sciences, par exemple, en sciences. En sciences, ça dépend quelle sciences de l'ingénieur ou... Ingénieur, oui, tout à fait. Sciences fondamentales. Sciences fondamentales, c'est un petit peu différent. Et justement, est-ce que cette priorisation à nouveau politique, même si l'apprentissage est dans le débat public depuis bien des années, vous l'avez rappelé tous les deux, mais en même temps, aujourd'hui, elle est quand même mise au sommet de l'agenda, ne dissimule pas la réalité du vrai problème. C'est celui que vous avez indiqué tous les deux, c'est ces 150 000 jeunes qui sortent du système scolaire, c'est le délabrement du système éducatif, bref, autant d'éléments. C'est beaucoup de délabrement Est-ce que c'est pas un pansement sur une jambe de bois Non, c'est beaucoup de délabrement de certaines cellules de la société française. Mais si vous voulez, c'est beaucoup dans les têtes. C'est dans les têtes des familles. C'est dans les têtes psychologiques ou culturels. Oui, culturels. Des familles, gosses, des acteurs du système éducatif qui considèrent que c'est la filière d'échec, et des entreprises qui considèrent que ce n'est pas leur responsabilité de former les jeunes.
Et c'est une erreur. On a une vraie responsabilité, sinon solidarité, à former les jeunes. Donc, qu'on y contribue. Et c'est pour ça que je suis très favorable au quota, parce que comme le mental ne pousse pas les entreprises à le faire, eh bien, le règlement va le faire. Messieurs, merci beaucoup pour cette conversation. À bientôt dans Impact pour un nouvel échange.